Nous savions que le monde ne serait plus le même. Je me souviens d'une phrase d'un texte hindou qui disait « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Je suppose que nous avons tous pensé cela, d'une manière ou d'une autre. Nous attendons d'abord les témoins cités par M. Robb et M. Garrison. Le professeur Taylor attend déjà depuis quelque temps. Nous pourrions l'entendre en premier lieu, et ensuite M. Grigg. Si c'est possible, Monsieur le Président, après Taylor, nous préférerions entendre le professeur Bethe. Certainement. Pouvez-vous atteindre le professeur Bethe? Il est à son hôtel. Cela ne prendra pas plus de 5 minutes. Voici son numéro de téléphone. Le professeur Taylor? Monsieur Taylor, souhaitez-vous témoigner sous serment? Oui. Edward Taylor, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, ainsi Dieu vous aide? Oui. Veuillez prendre place, monsieur Robb. Vous avez collaboré à Los Alamos au développement de la bombe thermonucléaire, n'est-ce pas? Oui. Avez-vous souvent discuté des problèmes thermonucléaires avec le professeur Oppenheimer? Très souvent, depuis notre rencontre à Berkeley, au cours de l'été 1942. Nous avons examiné ensemble la possibilité d'un programme thermonucléaire. Qui, nous? Des spécialistes, notamment Fermi et Bethe, qu'Oppenheimer avait convoqués. Nous étions fort séduits, je dirais même emballés, par des propositions scientifiques nouvelles. Reproduire le miracle de l'énergie solaire par la fusion de noyaux légers. Le professeur Oppenheimer partageait-il votre enthousiasme? Indéniablement. Et il a eu le don de communiquer son enthousiasme aux autres. La réalisation d'un programme thermonucléaire vous paraissait-elle possible à ce moment-là? Pendant quelque temps, cela nous a paru plus facile que ce ne le fut en réalité. À Los Alamos, de grandes difficultés ont surgi. Je me suis heurté personnellement à certains obstacles. Pouvez-vous citer, sans trahir le secret, l'un ou l'autre de ces obstacles? Nous avions besoin de la chaleur d'une bombe atomique normale pour amorcer la bombe à hydrogène. Nous avons réussi, par la suite, à produire cette chaleur d'une autre manière. Autre difficulté, nos machines à calculer traditionnelles étaient insuffisantes, et ainsi de suite. Eût-il été néanmoins possible de fabriquer la bombe à hydrogène à Los Alamos pendant la guerre? Non, c'est un espoir que j'ai caressé pendant un certain temps. La superbombe était mon bébé, mais les parents ont souvent la vue courte. À quel moment, selon vous, les conditions d'un programme accéléré furent-elles réunies? En 1945, je me souviens qu'après Trinité... Qu'est-ce que cela? Trinité était le nom de code que nous avions adopté pour l'essai d'Alamogordo. Trinité? Oui, je me souviens que tout de suite après Trinité, les meilleurs d'entre nous, comme Fermi et Bethe, décidèrent de consacrer toute leur énergie au développement de la bombe à hydrogène, sous la direction d'Oppenheimer. Et cela se passait après Alamogordo. Oui. Les travaux furent-ils intensifiés par la suite? Non, au contraire, ils furent mis en veilleuse. Pour quelle raison? Après le lancement de la bombe atomique sur le Japon, le plan fut modifié et pratiquement abandonné. Pourquoi? Après Hiroshima, Oppenheimer fut d'avis que ce n'était plus le moment de réaliser un programme de développement. Vous a-t-il dit cela? Je me souviens d'une conversation avec Oppenheimer, Fermi... Fermi était-il également de cet avis? Oui, je dois dire que cela reflétait l'état d'âme de la plupart des physiciens. Pour beaucoup, Hiroshima fut un choc sévère, quelque chose comme un lendemain de la veille. Est-il exact qu'après Hiroshima, M. Oppenheimer disait qu'il fallait rendre tout de suite Los Alamos aux Indiens? C'est un mot qu'on lui a prêté. Eût-il été possible d'entamer, dès la fin de la guerre, un programme d'urgence à Los Alamos? Nous étions en mesure de faire démarrer à ce moment-là un programme thermonucléaire vigoureux. Si M. Oppenheimer était resté à Los Alamos, s'il avait soutenu ce programme, d'autres se seraient joints à nous. Du reste, nous les avons réunis en 1949, dans des circonstances bien plus difficiles.
Dans ce cas, aurions-nous eu la bombe à hydrogène plus tôt? J'en suis convaincu. Combien de temps aurions-nous gagné? Prophétiser un passé conditionnel est aussi difficile que de prédire l'avenir. Il y a peut-être un peu moins de risques. Risquons toujours. Il n'est pas impossible qu'en faisant démarrer un programme dès 1945, nous aurions eu la bombe à hydrogène en 1948. Avant même que les Russes n'aient leur bombe atomique. Cela est vraisemblable. Je me suis laissé dire que le programme a pris un tour décisif en 1951, grâce à vous, à l'une de vos brillantes idées. Est-ce exact? Une brillante idée qui aurait pu surgir dans le cerveau d'un autre. Si, en 1945, le problème s'était présenté de la même manière, Fermi, Bethe ou un autre aurait eu, je n'en doute pas, l'une de ces idées brillantes, et nous aurions possédé la superbombe en 1947. Vous voulez dire, il suffit de chercher pour trouver. Il faut provoquer les idées brillantes. Elles ne sont pas le monopole d'un seul homme. Que nous aurait apporté la superbombe, disons en 1947? Cela, vous devez le savoir mieux que moi, monsieur Gray. Vous êtes plus près du ministère de la Guerre. La superbombe nous aurait sans doute épargné la débâcle en Chine et vraisemblablement quelques autres revers. Nous aurions conservé notre position de force à l'égard des communistes. Et c'eût été, je pense, une position confortable. Monsieur Teller, avez-vous eu connaissance des rapports de nos services secrets, selon lesquels, dès 1945, les Russes nous avaient rattrapés sur le plan de la recherche? Oui. C'est pourquoi je voulais la superbombe, alors que d'autres se berçaient d'illusions sur les possibilités de désarmement. D'autres, c'est-à-dire le gouvernement de l'époque, n'est-ce pas? Le gouvernement, les physiciens, l'opinion publique, c'était à désespérer. Quand avez-vous quitté Los Alamos? En février 1946. La situation était devenue absurde. J'ai accepté une chaire à Chicago. Je ne suis revenu à Los Alamos qu'occasionnellement en tant que conseiller. Que pensez-vous du travail accompli à Los Alamos entre 1945 et 1949? Virtuellement, le travail était arrêté. Le revirement ne vint qu'en 1949, après que les Russes eurent expérimenté leur bombe atomique. Vous avez eu alors une entrevue avec M. Oppenheimer. Oui. Et j'ai été abasourdi. Comment cela? À l'époque, je me tenais à l'écart de toute activité scientifique dans le cadre du programme militaire. C'est par les journaux que j'ai appris que les Russes possédaient la bombe atomique. J'ai décidé aussitôt de consacrer toutes mes forces à réaliser la bombe à hydrogène. J'ai téléphoné le jour même au professeur Oppenheimer pour lui demander ce que nous allions faire. Je m'en remettais entièrement à sa compétence. Il m'a répondu textuellement « Ne perdons pas les pédales ». Et ensuite? J'ai compris qu'il nous barrerait le chemin, que nous devrions donc marcher contre lui. Comme son influence était considérable, la situation s'annonçait difficile. En avez-vous discuté avec d'autres savants? Oui, avec Hans Bethe. Il fallait réunir une équipe, et j'espérais beaucoup que Bethe accepterait de prendre en main le super programme. Quand était-ce? Fin octobre. 1949? Oui. Peu de temps avant que le conseil scientifique ne prenne position contre le programme d'urgence. Après avoir beaucoup hésité, Hans Bethe accepta de venir à Los Alamos. Sur ces entrefaites, Oppenheimer nous invita chez lui à Princeton. J'ai dit à Bethe, « Quand vous aurez vu Oppenheimer, vous changerez peut-être d'avis pour Los Alamos. » Il est venu quand même. Oui, mais beaucoup plus tard. À cause d'Oppenheimer? Oui. En quittant le bureau d'Oppenheimer, Bethe m'avait rassuré. « Vous pouvez être tranquille, je n'ai pas changé d'avis. » 2 jours plus tard, il me téléphonait. J'ai réfléchi. Je ne peux pas venir. Bethe avait-il revu Oppenheimer entre-temps? Je le suppose. Monsieur Oppenheimer faisait-il valoir des arguments moraux et politiques contre la superbombe? Il se couvrait de l'opinion d'autres personnes. Il nous a montré une lettre de Conan qui disait « Vous n'aurez la superbombe qu'en passant sur mon cadavre. » Le professeur Oppenheimer a-t-il eu, selon vous, une influence déterminante sur la décision du conseil scientifique? Je n'oserais l'affirmer. Le rapport décrivait-il correctement l'aspect technique du programme? Il ne tenait aucun compte des grandes possibilités de développement. Elles étaient réelles.
Nous l'avons d'ailleurs prouvé par la suite. Certains membres du conseil scientifique ne se sont-ils pas réjouis des lacunes techniques? De façon consciente, non. De façon inconsciente, peut-être. La question est trop vague. Quel effet le rapport eut-il sur les physiciens? Un effet paradoxal. Lorsque j'ai eu ce rapport entre les mains, j'ai cru que le programme était enterré. Mais à mon grand étonnement, les physiciens réagirent avec une extrême vigueur. Si je comprends bien, le rapport eut sur eux l'effet d'un coup de fouet. Ils se mirent au travail avec acharnement. Vous savez que le conseil scientifique les autorisait à poursuivre leurs travaux au ralenti, mais que l'entreprise était considérée comme immorale dès l'instant où elle devait aboutir. C'est cela qui avait offusqué les physiciens. Que se passa-t-il lorsque le président Truman donna la priorité au programme d'urgence? Monsieur Oppenheimer l'a-t-il soutenu? Je ne crois pas. Ce serait plutôt le contraire. C'est-à-dire que le conseil scientifique, au lieu de soutenir le programme, se mit à le boycotter. Pouvez-vous nous citer des exemples? Le deuxième laboratoire. Nous voulions concentrer le programme à Livermore. Le conseil scientifique s'y est opposé. Nous avions pensé à Oak Bridge pour la construction des réacteurs. Le conseil scientifique a choisi Chicago. Seuls des essais pouvaient faire progresser nos travaux. Mais pour cela, nous avions besoin d'argent. Oppenheimer nous confina dans les recherches théoriques. Tout cela, au lieu de nous faire avancer, nous a gênés dans nos efforts. Avez-vous eu à cette époque des entretiens avec le professeur Oppenheimer? Je le voyais parfois. Comment décririez-vous son attitude à l'égard de vos travaux? Une attitude neutre. Il me l'a fait comprendre lorsque je lui ai demandé de me signaler de bons collaborateurs. Et il vous a donné des noms? Oui, mais lorsque j'ai écrit à ceux qu'il m'avait signalés, personne ne s'est présenté. Je dois toutefois ajouter que l'attitude du professeur Oppenheimer à l'égard du programme devait changer par la suite. Quand? En 1951, après notre premier test. Il a réuni le conseil scientifique et tous les experts à Princeton. Je m'y suis rendu sans enthousiasme, craignant qu'on ne nous mît des bâtons dans les roues. En fait, Oppenheimer se déclara heureusement surpris par nos résultats théoriques. Il prétendit même qu'il ne se serait jamais opposé au programme si, à l'époque, il s'était rendu compte que nous étions déjà si loin. A-t-il par la suite accordé son aide au programme? À ma connaissance, non. Mais il se peut qu'il l'ait fait sans que je m'en fusse aperçu. Je m'adresse maintenant à l'expert. Si, à partir d'aujourd'hui, le professeur Oppenheimer s'adonnait uniquement à la pêche à la ligne, quelles conséquences cela aurait-il sur l'avenir du programme de l'énergie atomique? Pensez-vous à l'Oppenheimer de Los Alamos ou à celui d'après-guerre? À celui d'après-guerre. Après la guerre, l'activité de M. Oppenheimer s'est limitée presque exclusivement à des comités, et je serais tenté de dire que si tous les comités s'adonnaient à la pêche à la ligne, le travail de ceux qui réalisent vraiment quelque chose n'en serait guère affecté. Je n'ai pas d'autres questions à poser. Je vous remercie de nous avoir consacré votre précieux temps. Souhaitez-vous procéder à un contre-interrogatoire, Monsieur Garrison? Monsieur Marx aurait quelques questions à poser. Êtes-vous d'avis, monsieur Taylor, que l'attitude du professeur Oppenheimer fut déloyale envers les États-Unis? Jusqu'à preuve du contraire, j'ai la conviction qu'il voulait servir de son mieux les intérêts des États-Unis. Vous le considérez donc comme entièrement loyal? Subjectivement, oui. Et en fait? En fait, il a donné des conseils erronés qui ont nui aux intérêts de la nation. La loyauté d'un homme de grand mérite doit-elle être mise en doute parce qu'il a donné un conseil que, par la suite, certains ont jugé erroné? Non, mais on peut se demander si cet homme reste le conseiller le plus indiqué. Nous avons à examiner si M. Oppenheimer s'est comporté loyalement ou s'il constitue un risque pour la sécurité. Je n'ai pas envisagé la question sous cet angle. Eh bien, considérez-vous que M. Oppenheimer représente un risque pour la sécurité? Son comportement après la guerre m'a paru confus et embrouillé. Aussi me sentirais-je personnellement plus rassuré si les intérêts vitaux du pays n'étaient pas entre ses mains. Qu'entendez-vous par risque pour la sécurité?
qu'il existe des doutes motivés quant à la discrétion, la probité ou la loyauté d'un homme. Considérez-vous, monsieur Oppenheimer, comme un risque pour la sécurité dans le sens de cette définition? Non. Toutefois, je ne suis pas expert en matière de sécurité. Croyez-vous que ses anciennes sympathies de gauche aient influé sur son comportement dans la question de la bombe à hydrogène? Je pense que la philosophie d'un homme influe toujours sur son comportement, mais je connais trop peu M. Oppenheimer pour me risquer à porter un jugement. Pourriez-vous définir la philosophie du professeur Oppenheimer? Non, elle m'a paru contradictoire. J'étais étonné de voir à quel point il avait gardé l'illusion que, politiquement, les hommes pourraient devenir raisonnables si on leur montrait de quel côté se trouve leur avantage. Dans la question du désarmement, par exemple. Vous ne partagez pas cette confiance? Seule la peur les rendrait raisonnables, le jour où les bombes seront assez puissantes pour anéantir l'humanité entière. Monsieur Taylor, si vos conseils s'avéraient erronés, devriez-vous renoncer à votre poste de conseiller scientifique? Non, mais je ne serai plus l'homme de la situation. Devrait-on dans ce cas vous retirer le brevet de sécurité? Non. Savez-vous qu'en attendant le verdict de cette commission, le brevet de sécurité a été retiré au professeur Oppenheimer? Je ne pense pas que ce soit à cause d'un conseil erroné. Je n'ai pas dit cela, monsieur Robb. Mais vous le suggérez par vos questions. Monsieur Taylor, si la décision dépendait de vous, accorderiez-vous le brevet de sécurité à monsieur Oppenheimer? Faute de connaître de sérieux motifs de refus, je le lui accorderai. C'est ce que je voulais savoir. Monsieur Evans? Voici ce qui me préoccupe. La responsabilité d'un programme d'armement doit-elle nécessairement s'accompagner d'enthousiasme? Sans enthousiasme, il n'y aurait eu ni bombe atomique en 1945, ni bombe à hydrogène aujourd'hui. Bien, je veux dire, tant pis. Et comptez-vous l'enthousiasme parmi les qualités d'un bon conseiller de gouvernement? Je l'ignore. Vous savez que je ne fais pas grand cas des comités. Ce n'est pas mon domaine. Je sais seulement que le professeur Oppenheimer nous aurait été d'une aide précieuse à Los Alamos, même en restant assis à se tourner les pouces. Peut-on reprocher à un homme de ne pas avoir montré d'enthousiasme pour une cause? La bombe hydrogène, par exemple. Non, bien sûr. Mais on peut constater le fait et se demander d'où vient ce manque d'enthousiasme. N'avez-vous jamais éprouvé de scrupules moraux à propos de la bombe à hydrogène? Non. Comment avez-vous résolu ce problème? Je ne l'ai pas considéré comme mon problème. En d'autres termes, on peut fabriquer n'importe quel engin meurtrier et dire « Maintenant, débrouillez-vous, ce n'est plus mon problème ». Cela ne va pas aussi loin, mais je ne puis prévoir ce qu'en fin de compte l'on fera d'une découverte. Ces possibilités d'utilisation m'échappent. Ne peut-on prévoir les possibilités d'utilisation d'une bombe à hydrogène? Non. Il se peut fort bien, et nous l'espérons tous, qu'elle ne soit jamais employée. D'ici 20 ou 30 ans, son principe, l'énergie solaire produite artificiellement, pourrait en revanche apporter à l'humanité un nouvel âge d'or. Dieu vous entende, monsieur Taylor. Lorsque Hahn a réussi en Allemagne la première fission de l'uranium, il n'a nullement prévu qu'on utiliserait l'énergie ainsi libérée à des fins de destruction. Qui a songé à cela le premier? Oppenheimer. Et c'est une idée féconde que seuls les naïfs qualifient d'immorale. J'ai peine à vous suivre sur ce terrain. Les découvertes ne sont ni bonnes ni mauvaises, ni morales ni immorales. Elles sont. On peut en user, on peut en abuser, du moteur à combustion comme de l'énergie atomique. Et finalement, au prix de douloureuses expériences, les hommes ont toujours appris à s'en servir, au mieux de leurs intérêts. Je croyais cependant que vous aviez peu confiance dans la raison. J'ai confiance dans les faits. Il leur arrive même de produire la raison. J'ai lu récemment dans la presse que, lors d'un test de la superbombe, il y a eu un incident épouvantable. Bikini? Oui, 23 pêcheurs japonais ont été brûlés par des déchets radioactifs. En effet. Comment est-ce arrivé? Leur bateau de pêche s'est trouvé soudain au milieu d'une tempête de neige radioactive. Le vent avait brusquement tourné. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Nous avons institué une commission d'enquête. Par la suite, nous avons pu améliorer sensiblement les prévisions météorologiques pour nos essais. Parlez-nous des physiciens. Que sont-ils en tant qu'hommes? Que voulez-vous savoir? S'ils battent leurs femmes? S'ils font des mots croisés ou des réussites? Je voudrais savoir s'ils sont différents des autres hommes.
J'ai posé la même question au professeur Oppenheimer. Qu'a-t-il répondu? Que ce sont des hommes comme les autres. Bien sûr, ils ont seulement besoin d'un peu plus de fantaisie et aussi d'un peu plus de cervelle. Pour le reste, je ne vois aucune différence. C'est un point qui m'obsède depuis que je siège dans cette commission. Merci. Je vous remercie, Monsieur Teller. Votre exposé nous a beaucoup intéressés. Vous avez touché, je crois, à quelques points essentiels. J'aimerais, si vous m'y autorisez, faire une déclaration. Volontiers. À mon sens, on se fait trop souvent une idée fausse de nos problèmes. Toutes les grandes découvertes ont eu à l'origine un effet désastreux pour l'humanité, parce qu'elles bouleversaient le monde, le poussaient de force dans des voies nouvelles, toujours plus loin. Cela ne fut possible que dans la mesure où les chercheurs ne se souciaient pas des suites éventuelles de leurs découvertes. C'est pourquoi ils scandalisent les tièdes, qui rêvent d'un monde à leur image et qui n'aiment pas qu'on les dérange. Ce fut le cas lorsqu'on découvrit que la Terre est une étoile parmi les autres. C'est le cas aujourd'hui où, pour la première fois, la matière nous apparaît dans sa nudité, réduite à quelques corpuscules élémentaires, capables de se désintégrer en libérant une immense énergie. Si nous poursuivons lucidement nos recherches, sans souci des conséquences fussent-elles effroyables, nous aiderons l'humanité à apprivoiser ces énergies nouvelles, à forger un monde nouveau qui ne sera plus comme celui-ci, à demi libre et à demi esclave. Pour atteindre ce but, une guerre atomique sera peut-être nécessaire, Dieu seul le sait. Une guerre atomique serait effroyable, mais limitée ou générale. Elle n'entraînerait pas plus de souffrance que les guerres passées, tout en étant probablement plus violente et plus brève. Beaucoup de physiciens se laissent impressionner par l'aspect terrifiant des découvertes. Si nous les suivions, tout progrès deviendrait impossible et nous finirions par abdiquer devant les difficultés que nos découvertes ont fait surgir. Je sais que pour beaucoup de gens, je suis un incorrigible fauteur de guerre. J'ai lu cela dans les journaux. Mais un jour, on verra en moi un apôtre de la paix, quand la peur salutaire qu'inspirent les armes de destruction aura définitivement éliminé la guerre comme moyen classique de poursuivre des objectifs politiques. En cas de survie, comme disent les compagnies d'assurance. Réfléchissons tout de même à ce qui arriverait dans l'éventualité où votre pronostic serait faux. En ce cas, l'humanité n'aurait aucune possibilité de rectifier. Voilà un fait nouveau que même un physicien ne peut négliger. Je ne le néglige pas. Est-ce là la déclaration que vous souhaitiez faire? Oui. Je vous remercie. Le témoin suivant.